Alors, merci à tout le monde de participer à cette séance, hein, et merci d'abord à la Poste Mobile de bien avoir voulu partager avec vous et avec nous l'expérience que l'on a acquise depuis quelques années ensemble. On va se présenter en commençant par les dames. Bonjour, donc moi je suis Constance Dimbrière, donc je suis responsable du marketing client et du marketing digital à la Poste Mobile. Moi, j'ai le micro. Je suis Nina Krasover, je suis la CDO, CMO de la Poste Mobile et je m'occupe des différents services qui concernent le marketing, la com, le digital et le CRM, donc le service de Constance. Et donc, je suis Didier Richaudot, je suis un des associés d'Equancy, en charge des activités data chez Equancy. Et j'ai le plaisir d'accompagner la Poste Mobile depuis quelques années. Donc, on va vous raconter en 20 minutes une histoire de 4 ans. Donc, la dernière fois, c'était avec Picard, c'était 11 ans. Là, c'est 4 ans, ça devrait être plus facile. On n'a même pas 11 ans, Didier, donc. Bon, si le machin veut bien pas. Justement, la Poste Mobile en quelques mots. Vas-y, parce que je crois que ça va être plus rapide que moi. Donc, justement, la Poste Mobile n'a pas 11 ans. On a fêté nos 10 ans l'année dernière. Donc, la Poste Mobile, c'est une joint venture entre la Poste et SFR. Je ne sais pas qui dans la salle ici connaît la Poste Mobile. Donc, on commence à être connu, mais donc on est aujourd'hui le premier opérateur alternatif des telcos sur le marché français. Donc aujourd'hui, effectivement, comme vous le savez, vous avez les 4 grands qui sont des opérateurs qui détiennent eux-mêmes leur propre réseau. Et nous, on est ce qui s'appelle un MVMO, donc c'est-à-dire on a un opérateur telco qui ne tient pas notre propre réseau, mais qui source les lignes de téléphonie chez SFR et qui les distribue dans les réseaux de la Poste, sous la marque La Poste. Et c'est là justement aussi pourquoi on dit premier alternatif, donc à la fois premier alternatif en termes de nombre de clients, parce qu'aujourd'hui on a 2 millions de clients, donc de ce fait-là on est vraiment le premier de ces MVMO en termes de nombre de clients, mais aussi premier alternatif parce qu'on estime vraiment qu'on a une certaine singularité sur ce marché grâce à cette joint venture entre SFR et La Poste. Donc à la fois on a effectivement la performance et l'expertise technique de SFR. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais effectivement SFR aujourd'hui a la meilleure performance 5G selon NPerf qui est un institut d'études indépendant sur le marché, donc effectivement toute cette expertise telco, réseau de performance. Et de l'autre côté, on a La Poste, et La Poste effectivement à la fois connue pour son positionnement de proximité, de service client et de confiance. Donc effectivement des atouts très importants aujourd'hui. La Poste est aussi élue effectivement l'entreprise la plus utile pour la société. Et après, effectivement, on en revient après, effectivement, d'un autre très fort atout qui est justement notre réseau de distribution, parce qu'on a un maillage territorial qui est exceptionnel, 17 000 points de contact, donc 8 000 bureaux de poste en France, partout justement sur des territoires là où les autres opérateurs se retirent un peu des territoires. Nous, notre vision et notre mission, c'est effectivement aussi l'inclusion numérique sur les territoires. Et là, avoir la possibilité d'accéder effectivement à un service de téléphonie dans les territoires. Et donc, des agences postales communales, là où il n'y a pas de bureau de poste, où aujourd'hui, on distribue nos produits dans des mairies. Donc, j'avance, juste très rapidement. Effectivement, donc, encore une fois, plus précisément, cette notion de proximité qui est vraiment... T'arrives pas ? Ah, c'est bon. Oui. Donc, la proximité qui est vraiment notre posture et notre singularité, elle se décline en 3 axes. Aujourd'hui, donc, je vous ai parlé effectivement de cette proximité géographique qui fait qu'aujourd'hui, moi, qui ai peut-être besoin d'un accompagnement pour choisir son forfait téléphonique, pour choisir son terminal, je peux aller dans un de ces points de contact et je peux être accompagné. Après, on a la proximité relationnelle, qu'est-ce que c'est ça ? Mais aujourd'hui, vraiment, l'esprit des chargés de clientèle en bureau de poste, vous imaginez, c'est pas tout à fait le même esprit qu'un vendeur dans une boutique Orange, SFR et autres. Ils ont vraiment cet esprit de transparence, de confiance, d'accompagnement, souvent peut-être moins en Ile-de-France, mais dans des régions, c'est des gens qui viennent dans des bureaux de poste, qui ont créé vraiment un lien de confiance avec leur postier. Et c'est vraiment quelque chose de très fort parce qu'aujourd'hui, on a 20 000 conseillers de clientèle partout en France. Et en parallèle, on a effectivement un service client qui est joignable aussi 6 jours sur 7. Troisième axe de la proximité, c'est justement le besoin client. Parce qu'aujourd'hui, à force d'être présent au quotidien des clients, et non seulement pour un client qui va dans une boutique de télécom une fois tous les 2 ans, voire une fois tous les 5 ans pour changer son forfait, nos postiers sont en contact au quotidien, donc ils connaissent les vraies préoccupations des clients.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se pose la question sur les préoccupations et vous le savez, je pense comme tous, aujourd'hui, la première préoccupation, c'est le pouvoir d'achat. Et c'est pour ça que nous, on mise aujourd'hui sur nos forfaits pour rendre du pouvoir d'achat aux Français. Et on a aujourd'hui les forfaits téléphoniques les plus accessibles avec jusqu'à presque 300 € d'économie par an pour les clients. Donc tout ça mène effectivement à un MPS qui est au-delà du marché et qui a fortement évolué aussi depuis notre projet Accélération Data. Donc est-ce que c'est lié à ça? On va voir. Mais en tout cas, on a vraiment renforcé cet accompagnement et la proximité avec nos clients. Equincy en quelques mots. Donc nous, on a un cabinet de conseil et de services. On a une vingtaine d'années. On est spécialisé sur 3 types de problématiques: transformation digitale, client et data. Comme vous le voyez, la data elle est au cœur de la transformation digitale et client. On accompagne nos clients sur toute la chaîne de valorisation de la data, donc depuis l'amont, l'identification des cas d'usage, jusqu'au déploiement de plateformes data de type Data Lake et de cas d'usage, qu'ils soient DataVis ou Data Science. On est très préoccupé par les problématiques de performance, donc tous les cas d'usage sont mesurés avec des contrôles groupes, des A/B tests et compagnie. Et puis on accompagne nos clients. La data, c'est un asset stratégique d'entreprise. Donc nous, notre mot d'ordre, c'est d'accélérer la transformation data des entreprises, ce qui sous-tend accompagner les équipes pour internaliser cette compétence-là. C'est trop stratégique pour l'externaliser. Voilà. En quelques mots. Je pense. Oui, notre point de départ, donc vous voyez, on est à 2 ici. Et je pense, Didier, vous voulez peut-être que je vienne aussi parce que vous avez vu le titre de cette intervention, c'est vraiment comment mobiliser l'ensemble de l'entreprise derrière la data. Et c'était ça justement l'enjeu aussi parce que le projet est parti de Constance. Faut quand même donner à César ce qui appartient à César. Mais l'idée, c'était vraiment au fur et à mesure des années, on a réussi à vraiment mobiliser l'entreprise à un point qu'aujourd'hui, notre projet qui s'appelle Accélération Data est inscrit dans notre plan stratégique de l'entreprise. Et je pense que c'est ça vraiment la beauté de se dire on part d'une problématique métier et des préoccupations très spécifiques pour après en faire un vrai mouvement au sein de l'organisation. Quel était notre point de départ de métier? Notre point de départ de métier était 2. En fait, on est sur un marché des telcos qui est extrêmement concurrentiel, vous le savez peut-être, notamment avec l'arrivée de Free. On a observé une chute des prix sur le marché des telcos en France qui est vraiment incomparable avec les autres marchés en Europe. Donc, on est le marché très clairement le plus bas en termes de prix. Les prix ont chuté avec l'arrivée de Free jusqu'à presque 30%. Donc ça, c'était une chose. Et la deuxième chose qui s'est passée aussi avec l'arrivée de Free, c'est que les clients sont passés d'un mode d'engagement. Vous vous rappelez, effectivement, donc je m'engage avec mon opérateur sur 2 ans, sur un marché sans engagement. Et c'était vraiment des changements très structurels sur ce marché de telco qui s'est opéré. Et si tu veux bien, Didier, regarder la slide après, ça nous a effectivement amené à beaucoup de problème thématique autour du churn. Donc le churn, vous savez, potentiellement, c'est effectivement les clients qui nous quittent et qui partent vers d'autres opérateurs. Donc nous, à l'époque, quand on a commencé ce projet en 2018, donc Constance venait d'arriver dans l'entreprise, moi ça faisait aussi 1 an que j'étais là, on avait un taux de churn qui était 10 points supérieur du marché. Et pourquoi il était 10 points supérieur au marché? Il y avait plusieurs thématiques. Donc, il y avait effectivement une première qui était, donc, 2018, ça faisait 6-7 ans qu'on existait. Déjà, on était encore dans une mode conquête. Donc, on se souciait peu du parc parce qu'on était en train de ramener des clients. Donc, là, on s'était dit, on commençait à avoir un peu plus d'1 million de clients. Il faut qu'on passe dans un mode gestion du parc client. Deuxième, c'était effectivement la notion, ce que je vous ai dit, ces clients-là, ils n'étaient plus engagés nécessairement, ils prenaient des forfaits sans engagement. Et donc, c'était vraiment de revoir totalement notre politique anti-churn qui était basée sur la gestion des clients qui sortaient de l'engagement. Troisième thématique, je vais un peu vite si vous avez des questions ou vous me dites si je vais trop vite parce qu'on a beaucoup de sujets après. Troisième, c'est effectivement, donc on avait un score de churn déjà à l'époque, mais déjà il était basé effectivement sur un mode d'engagement et en plus il était externalisé et peu ou pas maîtrisé par les équipes en interne. Donc là, il y avait vraiment une notion de comprendre qu'est-ce qui était derrière ce score de churn, est-ce qu'il était encore pertinent, est-ce qu'il était encore utilisable tel qu'il était prévu.
Donc après, on avait vraiment une approche de masse et pas nécessairement aux grands clients parce qu'on n'avait pas cette information de grands clients. Donc on traitait tous les clients de la même manière, ce qui à la fois répondait pas nécessairement à ce qu'ils attendaient et en plus avait un impact sur la valeur parce que finalement on donnait des remises à des gens qui nécessairement seraient restés même si ils n'étaient pas nécessaires. Des compétences à développer et finalement comme tout était externalisé, on avait vraiment ce besoin de se dire comment on va monter les équipes en compétences et surtout les compétences qui étaient beaucoup côté SI. Donc on avait effectivement une équipe data analyst mais qui était au SI. Donc les équipes marketing en fait adressaient leurs besoins aux équipes SI. Déjà, il fallait trouver dans la roadmap de l'espace pour se dire, voilà, maintenant, voilà, ton analyse peut être faite. Et souvent, c'était pas action-réaction comme on peut le faire aujourd'hui, et Constance va en parler après. Et puis, dernier, c'était effectivement une infrastructure technique qui était encore très limitée. On va vous raconter ce qu'on a fait depuis. Donc, Constance, je te passe la parole. Donc là, vous avez donc les grandes étapes du chantier qu'on a initié donc il y a presque 4 ans. Donc la première étape, c'est d'aller se doter des premiers moyens. Quand on démarre de très peu de choses, il faut déjà commencer par une petite brique. Ensuite, on a testé, mesuré et on a fait monter les équipes en compétences. L'année suivante, on a réussi à industrialiser, piloter et digitaliser en fait tous les parcours. Et là, actuellement, on est en train de personnaliser et d'internaliser nos outils. Donc sur le premier volet, donc qu'est-ce qu'on a fait en fait au démarrage? Donc la situation était qu'on n'avait pas beaucoup de moyens à accorder à la data, puisque finalement la data client n'était pas au cœur du développement de l'entreprise. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire à ce moment-là pour pouvoir prouver l'importance de l'utilisation de la data? Ça a été de démarrer avec ce qu'on avait, d'externaliser une partie du chantier avec effectivement une équipe Equancy qui est venue en fait en renfort et d'utiliser très très rapidement les premiers résultats, les premières productions d'Equancy. Donc en gros, ça nous a permis de prouver très rapidement le ROI avec un minimum d'efforts techniques et derrière de déployer ces tests. Donc en termes de méthodologie, ce que je retiendrai, c'est vraiment de privilégier des périmètres d'action très restreints pour pouvoir aller vite et derrière ne pas avoir peur de démarrer avec des outils qui sont parfois un peu artisanaux pour effectivement rapidement prouver du ROI. Qu'est-ce que ça veut dire de notre côté? Ça veut dire beaucoup de pragmatisme. Donc on n'a pas été choisir les données qu'on voulait en amont du score, on a pris ce qui était disponible et uniquement ce qui était disponible. Et donc on a réutilisé des interfaces de données qui étaient utilisées pour d'autres applications. L'avantage, c'était pas de coût informatique disponible tout de suite. Peut-être pas 100% de l'information, mais déjà 70%, et il y a déjà beaucoup à faire avec 70% de l'information. Le deuxième axe, c'était on allait utiliser un environnement qui avait été construit par la Poste Mobile. L'environnement, il n'était pas très sophistiqué, pas très compliqué, c'était un PC. Donc voilà. Donc après, il fallait vendre aux data scientists d'Equancy qu'il allait travailler sur un PC. Ça, c'était un autre challenge. Mais voilà. Mais l'avantage, c'est que ça fonctionne. On est sur des volumétries de millions. On n'est pas sur des volumétries de milliards. Et c'est pareil, c'est disponible tout de suite et on peut démarrer vite. Ça, c'est vrai avec tous les clients. Hein. L'aspect collaboratif, il est clé dans le succès de tout projet data. Et avec les trois parties prenantes, métier bien sûr pour la conception du cas d'usage, la finalité, data, les gens qui connaissent les structures de données, ce qui veut dire aussi métier d'ailleurs hein, parfois, et IT, puisque à la fin c'est eux qui vont opérer et mettre à jour ce score régulièrement pour les actions opérationnelles. Donc les trois sont clés et une des forces d'Equancy, c'est d'être capable de mettre des interlocuteurs de bon niveau sur les trois axes et donc d'avoir son counterpart à chaque fois et parler le même langage. Présence sur site fréquente, avant le Covid en tout cas. Après le Covid, c'était plus compliqué. Et puis, on a formé les équipes aux nouveaux outils qu'ils allaient devoir utiliser, puis aussi aux algorithmes que l'on a créés pour qu'ils soient complètement autonomes et que ce soit fait de manière complètement transparente. Bien sûr, de l'expertise hein, en termes de data science, mais aussi de l'expertise télécom quand on arrive sur un secteur qu'on ne connaît pas forcément bien. L'expertise métier et l'expérience sur ce genre de problématique est clé. Et puis, beaucoup de pédagogie. C'est aussi un projet d'acculturation au final. C'est un projet à vocation opérationnelle, mais qui a servi d'acculturation pour une audience extrêmement large au final. Hein. Peut-être Didier, si je peux ajouter quelque chose, parce que j'ai beaucoup apprécié chez vous justement, on a commencé avec un cas métier
externalisé, mais finalement, il n'était pas si externalisé que ça. Et je pense que ça, c'est important aussi de se dire, ça m'est arrivé dans le passé, de se dire, bon, je donne ça à une boîte de conseil, ils me livrent le truc et j'applique. Et là, en fait, l'idée, c'était vraiment de se dire, voilà, je fais avec les consultants et en fait, l'équipe est montée en compétences en parallèle et a appris en marchant. Donc côté pédagogique, c'est y aller pas à pas, hein, c'est pragmatique comme sur l'aspect, je démarre avec un périmètre restreint, du temps de partage pour former les gens, répondre à leurs questions, aussi apprendre de la discussion qu'on a tous ensemble, démystifier la boîte noire de la data science, donc montrer pourquoi tel ou tel indicateur rentre dans le modèle, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, l'impact sur le churn, et puis montrer comment cet algorithme qui est un peu boîte noire performe dans le temps. Donc prouver la robustesse. Voilà. Donc c'est un peu l'approche côté pragmatisme, collaboratif, expertise et pédagogie. Ça, je vais passer. Ok, donc sur la deuxième étape de la collaboration, donc là on a commencé à déployer massivement des campagnes en test and learn. On a augmenté la fréquence. On a internalisé, comme le disait Nina, à la fois la compétence mais aussi les outils. On a injecté le modèle de score dans notre dataware, enfin à côté mais avec un lien, une jonction qui était efficace et qui nous permettait de le mettre à jour chez nous. On a renforcé la collaboration DSI métier. Et puis on a effectivement commencé à internaliser, à monter en compétences, notamment sur la partie ciblage, parce qu'en fait, à partir du moment où on commence à mieux connaître notre parc et à mieux identifier les clients risqués, derrière il faut savoir les cibler, et donc on a aussi été travailler sur la partie ciblage. Donc qu'est-ce qu'on a réussi à obtenir très rapidement, une baisse de taux de churn de 2 points, donc ce qui est donc hors effet Covid, ce qui est vraiment une belle réussite, et ça nous a permis donc de nous assurer que l'organisation allait investir des moyens à la fois à la DSI, au marketing et aussi à la relation client. Donc sur la troisième étape, donc on a en 2021 on a élargi largement les campagnes. On est parti sur des campagnes de rétention multicanal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, en gros, on identifie les clients qui présentent un risque de churn grâce au score de risque de résiliation construit avec Equancy. Ces clients-là sont soit adressés de façon proactive de notre part, on leur envoie un message et on leur propose effectivement de se repositionner sur une offre plus adaptée à leurs besoins. Ou quand ils nous appellent, on a commencé à préparer la personnalisation des parcours. Le conseiller identifie grâce aux données qu'il s'agit d'un client risqué et donc ça nous permet d'avoir une expérience finalement plus efficace et plus personnalisée. On a en parallèle commencé à travailler un socle technologique plus efficace. Donc on a commencé à migrer nos données de notre système historique au cloud. Donc ça s'est fait progressivement, mais ça nous préparait donc la possibilité de développer ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc les résultats, sur 2021, même chose. On a encore gagné 2 points additionnels de churn versus 2020. Donc c'est l'équivalent d'encore un mois de conquête. C'est comme si on avait gagné en fait, si on avait fait un mois de vente en plus en fait. Donc le projet data devient la pierre angulaire du développement de la valeur de la Poste Mobile. Il est porté par le comité de direction et il est suivi donc par tous les métiers dans l'entreprise. Donc en fait, comme l'a dit Didier, on a réussi à embarquer en fait, à acculturer l'entreprise à l'importance de la data et à embarquer la majorité des métiers. Peut-être ce qui était important, j'avais prévu de le dire à la fin aussi, ce qui était vraiment important côté CODIR, j'ai envie de dire, c'est de se dire toutes ces preuves qu'ils ont fait individuellement sur des cas précis ont finalement été présentés de manière régulière auprès du CODIR une fois par semaine, et ça a amené vraiment une dynamique où le CODIR voyait les résultats concrets et s'est dit ok, je suis prête à investir aussi dans mes équipes, donc dans l'équipe SI, dans la DRC, on a créé toute une cellule effectivement également de rétention basée sur ces clients de risque. Donc je pense que ça c'est très important aussi de se dire je gère moi au sein de l'équipe marketing, mais Constance a vraiment réussi grâce au reporting et grâce aux analyses et vraiment montrer des résultats et des performances de amener tout le monde.
Oui, parce qu'en fait, effectivement, si on veut maximiser les résultats, il faut que tous les services de l'entreprise puissent participer. Donc, évidemment, le marketing et la DSI, bon, ça c'est la base. Mais après, derrière, si vous voulez embarquer les points de vente, les points de contact, notamment le service client et demain les bureaux de poste, il faut que la data soit, comment dirais-je, qu'elle circule et que les collaborateurs comprennent en fait l'intérêt de son utilisation. Donc là, c'est un exemple très simple de parcours. Le client reçoit un SMS où on lui propose de se repositionner. Il nous appelle pour une autre question qui n'a rien à voir avec le message qu'il a reçu. Soit parce que il n'est pas forcément convaincu par la proposition, soit parce que il l'a pas forcément vu. Et le conseiller, à l'issue de la conversation, si le climat s'y prête, donc c'est entre 20 et 30% des cas, va lui proposer une offre de rétention à la fin de la conversation. Et donc le client va être repositionné sur une autre offre et au final son taux de churn va diminuer. On arrive à le faire diminuer de près de 40% sur les 6 mois qui suivent. Donc l'étape actuelle, tout qui est actuellement en cours de déploiement, c'est effectivement de réentraîner ce score de risque avec les nouveaux comportements du parc, parce que maintenant le score a 2 ans, donc il faut le réentraîner et surtout on l'enrichit avec de nouvelles données. On le travaille sur un nouveau socle technologique. On a également déployé maintenant un moteur de recommandation qui nous permet en fait de personnaliser les messages sur tous les points de contact en pull et en push. Donc ça, c'est des gros chantiers qui sont menés actuellement et qui sont en cours de développement. Et l'idée sur fin 2022, c'est que tous les points de contact permettent de retenir nos clients et de développer la valeur du parc. Donc l'objectif, c'est encore gagner de nouveaux points de churn, mais en fait, ce qui est quand même assez, comment dirais-je, chaque point de churn que l'on doit gagner, chaque point supplémentaire représente un défi encore plus important que le précédent, quoi. C'est-à-dire que plus on va loin, plus l'enjeu est important. C'est pour ça qu'on est obligé de travailler sur tous les points de contact pour pouvoir aller chercher ce gain. Donc ça c'est... Ouais, donc actuellement sur la roadmap 2022, donc on travaille sur plusieurs sujets en parallèle. Donc il y a un mini data lake qui a été créé par les équipes IT de la Poste Mobile. Donc on est en train de l'étendre pour en faire un data lake multi-usage qui ne sert pas uniquement à industrialiser le score, mais aussi à créer les nouveaux scores, les réentraîner et aussi des usages d'accès à la donnée pour les gens du métier. C'est la partie cadrage et déploiement de data marketing. Il va être enrichi par des nouvelles sources de données, donc on ne se contraint plus aux sources qui étaient disponibles au moment où on a démarré le projet. On a élargi à une dizaine de sources de données complémentaires, donc le score va être plus pertinent qu'il ne l'est aujourd'hui et intégrer toutes les réactions que les gens ont aux campagnes de rétention qui sont effectives depuis maintenant plusieurs années. Il y a une nouvelle problématique où il y a beaucoup d'enjeux de valeur aussi, c'est l'optimisation du process de gestion des impayés. Donc c'est une nouvelle problématique qui est l'idée par la contrôle de gestion là. Donc qui fait qu'il va y avoir un nouveau cas d'usage avec un nouveau sponsor métier sur ce programme d'accélération data. Et puis on est toujours dans une dynamique de montée en compétence des équipes. Beaucoup les équipes IT aujourd'hui, puisqu'il y a le data lake qui devient la pierre angulaire de cette stratégie data, mais aussi les équipes métiers et business analyst des équipes métiers. Ah merde. Enfin, zut. Bon, on peut se le partager aussi, Constance. Oui, donc ce qu'on avait dit, c'est effectivement donc, quels pour nous étaient vraiment les facteurs clés de succès. Donc le premier, c'est vraiment je le vois parce que j'ai travaillé dans différents groupes et parfois on se dit, bon, on commence sur des grandes structures, SI, métiers et on travaille sur des schémas théoriques. Et en fait, ce que je trouvais ici vraiment très pertinent, c'est de concrètement commencer avec un cas métier très précis où j'ai pu avoir des résultats, que j'ai pu montrer en CODIR et le CODIR s'est dit, je comprends, j'ai eu des résultats et j'avance et je travaille sur un autre cas métier. Et c'est comme ça qu'on a aussi chaque fois validé des investissements supplémentaires et on a fait que finalement ça a vécu et ça a pris de plus en plus d'ampleur. Donc sur le test and learn, tu veux dire quelque chose, Constance?
En fait, le test and learn, c'est le principe en fait de base pour prouver l'efficacité et le ROI des investissements. Et sur un parc client de 2 millions d'abonnés, en fait, le risque, c'est que si on cible des cohortes trop importantes et que pour une raison ou une autre, on va en fait trop vite, on peut aussi générer un phénomène qu'on appelle le réveil de parc. Et finalement, les clients sont surpris par le message qu'ils reçoivent et ça peut finalement avoir un effet contre-productif. Donc c'est pour ça qu'on a toujours privilégié des petites cohortes et à chaque fois s'assurer des résultats dans le temps. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment maintenir le cap, c'est long parce que il faut mois après mois mesurer la performance des campagnes précédentes. Donc une des clés aussi du succès, c'est j'allais dire la constance de l'approche, mais c'est vraiment de réussir à être effectivement patient et de grossir progressivement. C'était intéressant parce que là, encore une fois, à un moment donné, le Codir était convaincu de dire voilà, on va migrer tous nos clients parc. On va tous les migrer parce qu'ils vont avoir plus de data, ils vont être contents, on va les retenir. Et Constance a poussé, elle dit non, mais attends, je veux tester, je préfère, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de plutôt faire des adressages ciblés plutôt avec une remise, peut-être pas à tout le parc, ça coûte trop cher, mais au moins je fais un ciblage. Elle a poussé, elle a quand même été très persistante là-dessus. Et finalement, par ce test and learn, on a effectivement prouvé que c'est plus pertinent de cibler spécifiquement et mettre quelques remises à quelques clients que de migrer tout le parc et leur donner plus de data. Et c'est intéressant parce que c'était vraiment des idées arrêtées qui finalement on a pu contrer avec cette approche test and learn et les résultats précis. Donc, démarrer par le mode externalisé et monter en compétence des équipes, je pense que ça on a dit aussi déjà. Donc c'était effectivement déjà à prouver les premiers succès et avant d'investir massivement des budgets, déjà de démontrer et donc de ce fait-là externaliser. La forte mobilisation du Codir donc vient avec ce qu'on avait dit, effectivement, avec des résultats, prouver des résultats, amener des gens dans le process, mais aussi justement par la mise en place d'une gouvernance transverse, parce qu'effectivement, ce que l'équipe de Constance a fait aussi, c'est effectivement donc de vraiment gérer ce projet qui est un projet marketing, mais avec des copiles réguliers et permanentes qui ont à la fois embarqué le Codir vers le haut via le reporting et à la fois effectivement les équipes des différentes directions par la mobilisation, parce qu'eux aussi, ils comprenaient, ils apprenaient et donc ils avançaient ensemble. Et Constance, tu veux fêter les succès ? Ouais, cet été, ouais. Donc c'est très important aussi de marquer en fait des moments où les équipes DSI, les équipes market, les équipes métiers se retrouvent. Et ça a été un peu compliqué pendant cette période de Covid, mais se retrouvent et puissent vraiment être embarqués en même temps. Bon, c'est vrai que pour les équipes DSI, c'est aussi des projets super intéressants et ils sont très très contents de bosser dessus, quoi. Je pense que votre rôle aussi, il a été particulièrement important, notamment toi, Constance, qui était au front. Parce qu'effectivement, arriver chez un client qui ne nous connaît pas, travailler avec des équipes IT qui ne nous connaissent pas sur des sujets qui sont à la frontière entre le métier et l'IT, il y a beaucoup, on va dire, beaucoup de craintes de part et d'autre. Et tu as été clé pour... notre collaboration, elle a été clé pour essayer de faire en sorte que ce soit un travail collectif global, cross-fonctionnel et un succès pour tout le monde, que ce soit les équipes métiers, data ou IT, de la Poste Mobile comme pour Equincy. Donc merci beaucoup. Et merci à toi Didier, parce que je sais, on peut toujours te poser des questions, même les plus bêtes, et donc tu es toujours là pour répondre. Merci. Donc si vous avez des questions, c'est à vous. À l'échelle ou vous êtes encore dans cette phase de multiplication de proof of concept? Alors, j'ai envie de dire, en fait, c'est oui et non. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un mode de POC pour des nouveaux sujets.
En revanche, sur les sujets sur lesquels on a eu des mesures et des certitudes, on les a généralisées en fait. Mais il y a quand même une chose, c'est que le marché des télécoms, c'est un marché qui bouge beaucoup. Alors moi, je viens du tourisme, donc c'est vrai que c'est très très différent forcément. Et c'est un marché qui bouge sans cesse. Et donc, ce que vous avez validé il y a 1 an, 2 ans, n'est peut-être plus valable aujourd'hui avec les offres qui ont changé. Donc c'est pour ça que je réponds oui non, c'est-à-dire que oui on généralise, mais en même temps il faut toujours qu'on reteste parce que sur d'autres populations pour être sûr que les clients réagissent pas autrement par rapport au marché, quoi. Et moi, j'aurais envie de dire, c'est effectivement ce que tu disais, c'est à peu près ça aussi, parce que je trouve à la fois, en fait, on fait ce test and learn et on identifie des choses qui fonctionnent et on les généralise. À l'occurrence, ce qu'on avait dit, c'est qu'au début, on a mené, nous, des campagnes aux Constance, et après, on a décidé, effectivement, de staffer le service client, de créer une cellule spécifique pour ces campagnes de rétention que Constance a menées. Donc, on est passé à l'échelle. En fait, ce que je trouve important, c'est chaque fois aussi de se poser la question de quel est mon cas métier. Et de ce fait-là, on commence à nouveau en petit sur un nouveau cas métier. Et celui-là, après, on va le généraliser. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut à la fois être large et généralisé, mais en même temps, identifier des nouvelles opportunités. C'était quand même plus qu'un POC, parce qu'en quelques mois, il y avait des actions opérationnelles qui étaient sorties, hein, avec des résultats. Donc, mais effectivement, c'est un test and learn permanent, donc il y a une remise en cause permanente, et puis il y a quand même des assets d'un point de vue, on va dire, technique, qui sont en cours de construction et qui sont amenés à évoluer dans les prochains mois, qui font dire que la situation n'est pas stabilisée. Ouais. Ça, c'est clair. Vous avez d'autres questions? Oui. J'avais 2 questions juste sur les données. Est-ce que les données de NPS ont été utilisées dans le cadre de cette approche? Et j'ai une deuxième question plus sur les aspects business. Est-ce que les problématiques de churn, c'est souvent un peu compliqué. Comment est-ce qu'on gère le côté tactique court terme de je veux regarder un client versus je dégrade un peu de valeur en faisant de la promo sur des aspects plus de long terme? Elles sont pas dans le score de churn. Alors pourquoi? En fait, en gros, les clients sont pas interrogés assez massivement pour qu'on ait une donnée qui soit sur tout le parc. Et donc, elles sont utilisées, mais pas dans le cadre du scoring. Et après, la deuxième question que vous avez posée, donc il y avait le... Oui. Oui. Ah oui, c'est volume versus valeur. Okay. Alors, aujourd'hui, l'enjeu, c'est effectivement de garder le parc d'abonnés le plus important possible, en évitant de dégrader la valeur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une segmentation valeur qui nous permet de calculer la marge au grain client. Donc avec l'équipe de Didier. On n'en a pas parlé, mais c'était un projet qui était en parallèle. Oui, c'est vrai. En fait, on a choisi. Churn et valeur. C'est vrai. En fait, on a choisi on a choisi l'angle du churn, mais en fait, en parallèle, on a aussi les terminaux d'usage, enfin les téléphones utilisés par nos clients. C'est un petit peu lié. Et donc là, sur la segmentation valeur, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a montré aux grands clients, parce qu'en fait, les agrégats, c'est des agrégats DAF qui permettaient pas de sélectionner des cohortes individuelles. Et donc là, on a montré, grâce à la segmentation, des zones particulièrement compliquées dans le parc. Et donc ça, c'était pas le sujet là, mais ça a permis, enfin en tout cas, ça a donné des éléments pour justement les discussions au niveau du CODIR et de l'actionnariat pour justement améliorer ce point. Donc oui, mais par contre, c'est un sujet tout à fait qui est pris. Oui, je pense aussi, ce qu'on avait dit, les outils qu'on a mis en place, finalement, ils permettent après, effectivement, selon le besoin, d'agressivité, ce qu'on vous avait dit, donc on a plutôt cherché le volume. Mais demain, si on veut chercher de la valeur, on a importante que demain, en fait, le moteur de recommandation, on pousse ce qu'on souhaite pousser. Si on veut pousser de la dégradation pour le retenir, on pousse la dégradation. Si demain, on veut pousser sur le moteur de recommandation une proposition de terminal à valeur, parce qu'on sait qu'il y a un terminal, donc un mobile plus cher, on peut le faire aussi. Mais je pense que ça dépend vraiment du contexte business dans lequel vous êtes, ce que vous cherchez. Alors, une dernière question.
où on clôt les débats ici. Merci à tout le monde. Et puis, on peut échanger par ailleurs. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.